Jean Chrétien et Lucien Bouchard réunis pour l'inauguration du centre Molson. Le nouveau contrat de Bombardier, la région de la Pocatière est soulagée. La Chine annonce de nouvelles manœuvres, les Taïwanais ne fléchissent pas. Le téléjournal avec Michel Biroli. Bonsoir, on ne vantera jamais assez les vertus de notre sport national qui nous a valu aujourd'hui l'image rafraîchissante des premiers ministres du Canada et du Québec discutant gaiement de hockey. C'était l'ouverture officielle cet après-midi à Montréal du centre Molson et Jean Chrétien et Lucien Bouchard avaient mis de côté leurs différends constitutionnels pour inaugurer ensemble le nouvel amphithéâtre. Les festivités se sont poursuivies jusqu'avant le match et Michel Filteau a assisté à tout. Le centre Molson est né, vive le centre Molson! C'est par une cérémonie sobre, mais où on a pu voir Lucien Bouchard et Jean Chrétien réunis, que le centre Molson a officiellement été inauguré. Devant 350 invités d'honneur, Lucien Bouchard a continué sur sa lancée après son discours de lundi devant la communauté anglophone. Il a parlé de rapprochement. Le centre Molson continuera d'être le lieu de rencontre enthousiaste et passionné entre Québécois des deux langues et de toutes origines. Jean Chrétien, lui, a surtout vanté le rayonnement international des Canadiens de Montréal. Et l'histoire des Canadiens, c'est l'histoire de la recherche incessante de l'excellence et de son rayonnement sur la scène internationale. En effet, les Canadiens ont produit des joueurs qui nous ont fait honneur partout en Amérique du Nord et en Europe. Un peu plus tard, c'est un Lucien Bouchard et un Jean Chrétien très détendus qui se sont retrouvés dans le studio de la soirée du hockey. J'avais d'abord formé un club de hockey Bantam. Une année, je me rappelle, les 4 frères Bouchard étaient sur l'équipe de hockey. À l'extérieur, des milliers d'amateurs impatients de voir le nouveau centre Molson se sont entassés devant les portes plusieurs heures avant l'ouverture. Il va y avoir une inspiration là, qui va flotter dans le forum. Là, sûrement que ça va les aider là, au point de vue psychologique. Ça va jouer, sûr et certain. Le toit du forum va sauter. Plutôt du centre Molson va sauter. Et quand les portes s'ouvrent enfin, c'est la découverte, la fébrilité, l'enthousiasme. Je trouve ça merveilleux, c'est super joli. Je suis très éblouie. C'est plus grand que je m'attendais. C'est énorme. Franchement, je suis impressionné. Maurice Rocket Richard. Maurice Richard a encore vécu de fortes émotions pendant la cérémonie d'avant-match avec une ovation qui a duré plusieurs minutes. Toute cette semaine de festivités va se terminer dimanche par une journée porte ouverte. Tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visiter le centre Molson pourront le faire. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde, jusqu'à 100 000 personnes. Michel Filteau, à Montréal. Toute la région de la Pocatière pousse un immense soupir de soulagement. Le contrat que Bombardier a décroché chez Amtrak pour la construction d'un train à grande vitesse relancera l'emploi à son usine de la Pocatière pour les 3 prochaines années. Écoutons Lucie Tremblay. Ça nous enlève beaucoup de poids sur les épaules parce qu'on a du travail, parce qu'il n'y a pas d'ouvrage ailleurs, puis nous autres, on en a. On est chanceux, super chanceux. C'est la première fois qu'on applaudit ça, peut-être autant que ça pour un contrat, là. Parce qu'on le savait qu'au mois d'août, on n'avait plus. On n'avait plus, là. C'était fini, là. Depuis quelques mois, l'usine se vide. Il n'y a plus que 400 employés ici. Il y en a déjà eu 1500. C'était à la fin des années 80, quand Bombardier fabriquait les wagons du métro de New York, et ce pour l'Eurotunnel, le tunnel qui relie l'Angleterre à la France. Mais voilà, ça repart. Avec ce nouveau contrat pour la construction des wagons et des locomotives d'Amtrak, l'espoir est revenu. Bien content, parce que j'avais eu ma lettre pour sortir le 26 avril. Donc, ça peut peut-être changer les choses. On est super contents parce qu'on l'attendait depuis longtemps, celui-là. Tout le monde est heureux de ça. Fait que ceux-là qui ont des réparations à faire ou acheter des autos, là, ça va être lancé. Si c'est une excellente nouvelle pour les travailleurs de Bombardier, ça l'est aussi pour toute la région. Il y a à la Pocatière plusieurs institutions d'enseignement, mais elles emploient surtout des professeurs et des administrateurs qui habitent ici en ville, tandis que Bombardier va chercher ses ouvriers un peu partout dans les municipalités avoisinantes. Cette nouvelle, c'est donc un formidable coup de pouce pour l'économie régionale. C'est une très bonne nouvelle.
Pourquoi? Ça va faire bouger le monde plus ici à l'Apocatière. Là, le monde commençait à dormir, avait peur. Partout aujourd'hui, dans les restaurants, les magasins, on ne parlait que de ça. On voit les gens, ils ont plus de bonne humeur, ils ont plus de fun là. Les emplois seront donc maintenus pour au moins 3 ans et probablement plus, car on le sait, Bombardier négocie d'autres gros contrats. Ça place actuellement Bombardier sur un bon pied au niveau de la capacité de concurrencer à cause de la haute technologie dans les trains à haute vitesse. Alors, on sait que c'est probablement l'avenir. Lucie Tremblay, à l'Apocatière. À Taïwan, plus de 20 000 personnes ont manifesté contre les manœuvres militaires de la Chine au large de l'île. Pékin a déclenché ces manœuvres à quelques jours de la première élection présidentielle démocratique à Taïwan, en réaffirmant son intention de récupérer l'île. Les États-Unis disaient avoir eu l'assurance que Pékin ne déclencherait pas d'attaque contre l'île convoitée, mais le gouvernement chinois dément tout engagement de ce genre. Patrick Brown. C'est une des plus grandes manifestations qu'ait connue Taïwan ces dernières années. 20 000 personnes ont crié des slogans hostiles aux pressions chinoises et favorables à l'indépendance de Taïwan. Les exercices militaires chinois qui visent l'intimidation des voteurs taïwanais n'ont rien fait pour changer les idées de ces manifestants. La Chine considère Taïwan comme une province rebelle qui doit être réunie avec le continent un jour. Selon Pékin, une déclaration d'indépendance justifierait la guerre. Tant pis, disent les manifestants. This is the will of Taiwanese people. Le peuple veut l'indépendance, dit-il, et la Chine devrait respecter les vœux du peuple. Taiwan is Taiwan. China is... Taïwan est Taïwan, la Chine est la Chine, dit-il. Un Taïwan, une Chine. We will fight today. Nous allons nous battre jusqu'à la mort pour la liberté, la démocratie et l'indépendance, dit-il. D'ailleurs, les Taïwanais qui prennent position en faveur de l'indépendance sont encore minoritaires. Malgré l'enthousiasme des militants qui sont venus manifester contre les pressions chinoises et pour l'indépendance de Taïwan, il faut souligner tout de même que selon les sondages, il n'y a que 2 ou 3% de la population qui favorise l'indépendance immédiate. L'indépendance pour demain et la réunification immédiate sont les deux pôles de ces élections. La grande majorité des Taïwanais préfèrent le statu quo. Ce que la Chine aimerait voir, semble-t-il, est un Taïwan moins confiant et moins démocratique. La Chine poursuivra ses manœuvres militaires jusqu'après les élections samedi prochain. Ici Patrick Brown à Taipei. Et en Bosnie, 7000 réfugiés musulmans sont descendus dans les rues de Tuzla pour réclamer le droit de reprendre possession de leur maison dans l'est du pays, une région qui est contrôlée par les Serbes. Ils refusent que des Serbes fuyant Sarajevo s'installent dans les maisons qu'ils ont abandonnées, justement lors d'une offensive serbe. Certains musulmans ont menacé de reprendre les armes si la communauté internationale ne leur vient pas en aide. Yasser Arafat accuse l'Iran d'avoir commandité les récents attentats qui ont fait 58 morts en Israël. Il a fait cette déclaration devant des milliers de Palestiniens réunis à Gaza pour dénoncer le bouclage d'Israël. Israël a mis en cause l'Iran à plusieurs reprises, mais c'était la première fois que M. Arafat reprenait ses accusations à son compte. Le chef de l'autorité palestinienne a par ailleurs critiqué le bouclage d'Israël qui pénalise des milliers de travailleurs palestiniens. Un adolescent ontarien de 18 ans a été abattu la nuit dernière à Daytona Beach en Floride. Mark Fike de Belleville téléphonait à sa mère dans une cabine publique en compagnie d'un ami quand ils ont été encerclés par un groupe de 7 jeunes qui ont réclamé leur argent. Un des agresseurs a sorti une arme, il a tiré un coup qui a atteint la victime à la tête. Ulyanovsk est une ville célèbre en Russie parce que c'est là qu'est né Lénine, le père de la révolution communiste. Elle est encore célèbre aujourd'hui, mais pour une autre raison. On la considère comme un des 3 derniers bastions du communisme dans le monde, avec Cuba et la Corée du Nord. C'est qu'à 700 km seulement de Moscou, Ulyanovsk a su résister à toutes les réformes et à l'économie de marché. Céline Galipeau y est allée. C'est comme si le temps s'était arrêté. Vladimir Ilitch Ulyanov, mieux connu sous le nom de Lénine, domine encore sa ville. Ailleurs, on s'est débarrassé des symboles du passé. Ulyanovsk vit toujours à l'heure soviétique. Il n'y a pratiquement que des magasins d'État, comme avant.
On fait la queue, bien sûr, la nourriture est subventionnée et le ticket de rationnement est roi. Les fameux kolkhozes aussi sont toujours là, intacts. On leur dit quoi produire, quelle quantité et où livrer la marchandise. Et le patron de cette ferme collective n'a surtout pas envie que ça change. Depuis 5 ans, Ulyanovsk fait de la résistance et refuse, comme le reste du pays, de suivre le chemin des réformes, défiant ainsi ouvertement Boris Yeltsin. Avec les communistes en tête dans les sondages et peut-être sur le point de prendre le pouvoir, la ville espère incarner ce que pourrait redevenir la Russie. Si elle peut maintenir le cap, cette gigantesque usine de voitures produit les célèbres Jeeps de l'ex-armée rouge. Elle fait aussi vivre la ville. Mais aujourd'hui, l'administration locale force les entreprises comme celle-ci à payer ces programmes sociaux à la soviétique. La nourriture, mais aussi les loyers et les soins médicaux. L'argent vient directement des employés, qui se demandent pourquoi ils doivent financer un système d'une autre époque. Khamza Yambayev est bien d'accord. Il est propriétaire d'un des seuls magasins privés, mais cela lui a coûté cher. Il accuse Ulyanovsk de tout faire pour étouffer les petites entreprises. À chaque étape, dit-il, il faut payer, donner des pots de vin, tout ça pour maintenir l'ancien système. Le gouverneur adjoint, Valéry Seychov, ne s'en cache même pas. Lénine peut être fier de sa ville. Ses idées y ont survécu plus longtemps que n'importe où ailleurs en Russie, et Ulyanovsk pourrait même se retrouver à l'avant-garde des changements à venir. Ici, Céline Galipeau, à Ulyanovsk. Les écoles montréalaises ont des problèmes bien particuliers, des problèmes qu'on a évoqués aujourd'hui au premier forum régional sur l'éducation qui se tenait à Montréal. Intégration des immigrants, pauvreté, confessionnalité, décrochage, autant de sujets qui ont alimenté des débats animés. Louise Lafontaine nous décrit l'ambiance. L'avenir de l'école québécoise et la réussite des enfants continuent de préoccuper beaucoup de citoyens. Partout où les forums ont commencé cette semaine, des centaines de participants se sont présentés. À Montréal, 400 personnes sont venues discuter en atelier de tous les sujets soulevés lors des audiences. Comme parents, on se soucie peu des structures, mais on demande des services concrets à l'école. Il faut mettre le prix sur tout ce qui environne l'enfant au primaire. Parce que je parle du primaire, puis c'est la même chose au secondaire. Pour lui donner une plus-value. C'est des petits services qui vont être donnés dans les milieux qui vont donner quelque chose. À Montréal, on se préoccupe d'intégration. Faire en sorte que l'école montréalaise ait les équipements nécessaires, les ressources nécessaires, l'appui nécessaire pour rencontrer sa mission. Et aussi du choc des cultures et des religions. Le voile, c'est rien du tout, le voile. Si c'était juste ça, on s'en foutrait. Mais ils demandent des faveurs spéciales. La religion n'a pas sa place à l'école. Dans une école d'intégration, il n'y a pas de place pour la religion. C'est une affaire personnelle, familiale. Mais on cherche surtout à améliorer le succès scolaire. La question qui nous est posée, c'est de s'assurer que le plus grand nombre de citoyens au Québec puissent faire le plus long parcours possible à travers notre système d'éducation, avec le moins d'embûches possible, avec les meilleurs résultats possibles. Les jeunes ont des difficultés majeures, difficultés à terminer leurs études, difficultés à se trouver une voie, difficultés à obtenir de l'emploi. Puis, il me semble que dans ce problème-là, l'école peut avoir une voie majeure. Le débat sur l'école publique ou privée continue de susciter des oppositions, tout comme la religion à l'école et l'école à 4 ans. Mais on cherche à dégager des consensus. Hier, la ministre de l'Éducation a reporté en septembre la tenue des Assises nationales et tout le monde s'en est réjoui. Ici Louise Lafontaine à Montréal. Quand on est désemparé, le réflexe est parfois de se tourner vers la prière. Ce n'est donc pas étonnant que le résultat serré du référendum du 30 octobre, qui amène beaucoup de gens à se poser des questions sur l'avenir du pays et ses échos jusque dans les églises. Guy Gendron. Nous voici dans la vallée de l'Okanagan, au cœur de la Colombie-Britannique rurale, blanche et chrétienne. En plein territoire réformiste, l'église baptiste de Kelowna prie depuis l'automne dernier en faveur de l'unité nationale. À plusieurs reprises, le révérend Tim Schroeder a lancé à ses fidèles des appels à l'ouverture, à la compréhension.
You have blessed Canada beyond virtually any other country in the world. And with all we've received, we haven't even been able to accomplish the task of getting along. Forgive us, I pray, and heal our land. Ce qu'il prêche, il le pratique. Comme tant d'autres dans l'Ouest, ses enfants étudient en immersion française. Et c'est avec eux qu'il a suivi la soirée référendaire. As the vote would go up and down, actually quite frequently the children were in tears. Il a réuni pour nous un groupe de paroissiens parmi les plus ouverts de sa communauté. Mais ici, même quand on est de bonne foi, les voies du Québec sont impénétrables. What does Quebec want from us? We don't understand that. We really don't understand what Quebec wants from us. Getting to know each other. I think that's part of the problem, is that they're isolated, Quebecers are isolated. We're here in the West. We don't really understand Quebecers. Quebecers don't understand us. Si ils avouent candidement leur incompréhension du Québec, ils ont vite fait d'en identifier la cause. We never thought it was that serious an issue. We were always reassured by our politicians, and including Chrétien, that there's no problem. There's going to be a vote, but the Federalist side will win it handily. Cette constatation les conduit à faire un rapprochement avec le hockey. If the team is not doing well, they get rid of the coach. Maybe that's what we have to do with the politicians. Car ils en veulent aux politiciens, à leur veto ou société distincte, deux solutions qu'ils rejettent unanimement. I just think that we should be all equal. I don't think that there should be a separation of one better than the other. I guess my concern is that it sets a precedent. I wonder where it will stop. Distinct society, to me, and I think to most Western Canadians, has to do with power, and it's a loaded word, and most of us are saying Canadians first. Joyful, joyful. Pour eux, la solution ne passe donc pas par des accommodements de société, constitutionnels par exemple, mais plutôt par l'amour mutuel. Guy Gendron, à Kelowna. Et maintenant la météo. Une dépression amènera des nuages et de la neige pour l'est du Québec et les Maritimes. Pour le reste du Québec et l'Ontario, une vague de haute pression donnera du beau temps. Dans les provinces de l'Ouest, on connaîtra un ciel variable. La côte ouest aura des nuages et de la pluie. Voyons en détail pour Moncton, nuageux et averses de neige. À Halifax, nuageux. Saint-Jean-Terre-Neuve, nuageux suivi d'averses. Aux îles de la Madeleine, nuageux et averses de neige. En Gaspésie, neige et poudrerie. Rimouski, nuageux avec averses de neige. Sept-Îles, neige et poudrerie. À Québec, ensoleillé avec passage nuageux. Au Saguenay, ennuagement et averses de neige. Au lac Saint-Jean et en Beauce, ensoleillé suivi de passage nuageux. Pour Montréal et Sainte-Agathe, du soleil, Trois-Rivières et Sherbrooke, ensoleillé et passage nuageux. En Abitibi, au Témiscamingue et à Chibougamau, du soleil. À Ottawa, ensoleillé. Toronto, ennuagement progressif. Windsor, des nuages. Sudbury et Hearst, ensoleillé. Thunder Bay, nuageux et neige légère. Winnipeg, averses de neige. Regina, un ciel variable. Edmonton, ensoleillé. Vancouver, de la pluie. Whitehorse, nuageux avec des averses de neige. Et à Yellowknife, neige et poudrerie. Voilà pour cette édition du Téléjournal. Ne manquez pas dans quelques minutes Olympica. Bonne fin de soirée à notre antenne et à demain.